Voilà, donc cet échange entre le ministre et un député, cette question, elle est importante, Grégory Joron, évidemment. C'est l'incapacité d'expulser un certain nombre de personnes. Encore une fois, c'est important. En même temps, ça démontre le malaise global, quoi, ni plus ni moins. Je vous parlais d'angélisme tout à l'heure. On est encore une fois en plein dedans, ou dans le manque de moyens, où on met le curseur à peu près où on veut. Pour rebondir sur ce que disait monsieur, je pense qu'on a plus développé en effet les plateformes de discrimination que les plateformes d'alerte. Et c'est vrai que le point d'équilibre il doit être là. Et c'est très compliqué. Autant on doit encore une fois aller vers une doctrine très claire pour mettre les agents à l'aise avec le fait de signaler quelqu'un. Et je pense que si on donne des règles claires, ça sera plus facile à faire. Autant aussi on doit prévoir une protection des agents signalés. Parce qu'on peut être signalé sans être radicalisé. Donc il faut faire attention. Voilà, c'est un point d'équilibre difficile à trouver. J'espère qu'on y arrivera. Et, voilà, mais tout l'enjeu est là. Vous avez raison, bien sûr, il ne faut pas que ça vire une espèce de macartisme où le soupçon suffit à éliminer des gens socialement. Grégory Joron, là-dessus, sur cette inquiétude. Oui, de toute façon, c'était la première levée, nous, par des collègues du renseignement qui nous ont appelés le lendemain, parce que forcément, ils ont aussi des réflexes. Moi, je ne suis pas issu de la filière de renseignement, mais ils avaient tout de suite à l'esprit l'éventualité, en effet, de renseignements comme ça et de données sur les personnels, parce qu'on a quand même des personnels infiltrés, on a des personnels qui travaillent à proximité de cibles. Enfin, voilà, on a quand même des agents qui travaillent sur un fil. C'est extrêmement dangereux et ils doivent préserver leur identité. Et forcément, le fait d'être informaticien et d'avoir peut-être potentiellement accès à ce genre de données-là, les retrouver potentiellement sur une clé USB et pas savoir encore une fois ce qu'il en a fait. Pareil, je serais très prudent sur la suite, parce qu'évidemment, on en apprend quasiment toutes les heures. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent. Mais pour revenir sur l'angélisme et sur la manière dont on apprend la chose, un petit détail simple, mais qui est à mon avis, symptomatique du problème qu'on a réellement dans l'évolution des mentalités. Ce matin, il faut savoir qu'il y a des agents anti-terreau de la DRPP qui n'ont pas assisté. Moi, j'étais dans la cour de la préfecture de police ce matin pour l'hommage. Il y a des collègues qui ne sont pas venus aux hommages de leurs propres collègues, simplement parce qu'on leur a interdit de venir dans la cour cagoulés. Parce que c'est le protocole, voilà. Mais encore une fois, tant que les protocoles prendront pas sur la réalité de terrain, et tant que, par exemple, ne serait-ce que cette approche-là, de dire ça sera pas joli sur les caméras, d'avoir des gens cagoulés, alors qu'en fait ils sont là pour préserver l'identité, clairement on n'avancera pas. C'est scandaleux. Oui, il y a des signaux, puis il y a plus que des signaux quand même. Il y a aussi des rapports qui sont rendus tous les ans, ou par la Direction générale de la sécurité intérieure. Il y a aussi une commission parlementaire du renseignement qui se réunit normalement tous les ans, qui existe depuis 2007, qui doit aussi rendre des rapports. Je veux dire, les techniques d'infiltration, entre guillemets, et la manière dont la radicalisation se met en place, on les connaît. On sait très bien, en effet, que ça passe par les milieux associatifs, que ça passe évidemment par les clubs de sport, que ça passe évidemment par les écoles coraniques. Enfin, tout ça, on le sait. Il y a des rapports qui sont pas du tout édulcorés, qui sont portés à connaissance de nos politiques, et c'est une réalité. Donc, je veux dire, ils ne peuvent pas nier la réalité. Après, il faut savoir encore une fois ce qu'on y met en face et quelle volonté politique on a pour pouvoir régler ça, et en tout cas l'appréhender. Vraiment avec une volonté d'y mettre fin. Et j'espère qu'on n'avance qu'avec les drames, malheureusement. Et, voilà. Malheureusement. Laurent Salier, de Grégory Joron, vous êtes aussi sévère ou pas? Je ne suis jamais trop sévère, moi. Non, je plaisante, mais je pense surtout que si on s'arrête qu'à ça, et si on s'arrête qu'aux outils, on aura du mal de toute façon à traiter le problème. Encore une fois, faut être. Si on revient sur le renseignement même, je pense que la réponse, elle doit être globale et elle doit être structurelle avant tout. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a en effet plusieurs services de renseignement qui n'ont pas tous les mêmes méthodes, pas tous les mêmes moyens et pas tous vraiment la même doctrine ni le même curseur. Mais ça peut être logique au niveau du spectre. Pour autant, à un moment donné, il faudra quand même mutualiser la manière dont on recrute, la manière dont on crible les agents et sous quel... au bout de combien de temps on les repasse au crible, voilà, etc. C'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place. Si on met juste que des outils pour traiter, pour penser traiter ce problème-là, je pense qu'on fait clairement fausse route. Pierre Lissian, comment on peut, encore une fois, faire avancer les choses pour aider les policiers dans leur travail quotidien? Vaste question. Oui, vaste question. Peut-être en écoutant les lanceurs d'alerte. La veille
la veille de ce drame à la préfecture de police, il y avait quand même 27 000 policiers dans la rue, tous syndicats confondus, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans. Encore une fois, on est des lanceurs d'alerte, très humblement, parce que je pense qu'il faut rester humble aussi quand on voit ce problème-là et qu'on a des professionnels qui peuvent potentiellement pas avoir vu la chose venir. Donc moi, là-dessus, je resterai toujours très mesuré. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, déjà peut-être nous écouter de temps en temps, peut-être nous consulter aussi, parce que je pense encore une fois à la commission parlementaire sur le renseignement. On n'est jamais convié dans ce genre d'instance. On a peut-être aussi des idées. On a aussi des collègues, en ce moment, dans nos bureaux, on a des collègues du renseignement qui se sont réunis, qu'on a fait venir, qui vont travailler, parce qu'ils sont, eux, en plein cœur du système et de la matière. Et on essaye justement de coller au plus près de ces sujets-là pour humblement, encore une fois, je le dis parce que c'est important, mais apporter notre pierre à l'édifice. De temps en temps, on aimerait bien être aussi entendu. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Voilà, il va sûrement y avoir des commissions parlementaires ou en tout cas des groupes de travail sur l'évolution du renseignement. Il y avait un collègue tout à l'heure qui me faisait part de sa surprise une fois sur un groupe de travail comme ça. Il a posé la question de savoir qui faisait partie d'une direction de renseignement. Ils étaient 2 dans la salle sur 30 individus, sur 30 personnes. Ça me fait penser un peu à la commission sur le maintien de l'ordre qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. J'aimerais bien savoir dans la salle combien il y avait de personnes qui ont déjà mis un casque et pris un pavé sur la tête. Au bout d'un moment, si on veut coller aussi à la réalité de ce que vivent les gens, il faut peut-être aussi prendre en compte des gens qui vivent cette réalité-là. Ça paraît très clair. Vous êtes convaincu par cette vérité énoncée par Christophe Castaner? Moi, j'ai envie de dire, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais moi, je m'inquiéterais surtout des gens qui lui font remonter ces infos-là, parce qu'on va aussi se dire les choses. Le ministre, c'est pas lui qui ouvre les dossiers et qui se dit bon alors comment ça s'est passé exactement. Je veux dire, il a quand même autour de lui et des conseillers et des hauts fonctionnaires qui ont fait remonter des notes de dossier pour savoir exactement à l'instant de sa prise de parole où on en était des informations. Donc évidemment que là, c'est pour le coup de la politique politicienne et la question d'Éric Ciotti, je ne commenterai pas ça. Moi, je me demande comment on peut envoyer un ministre sur une affaire comme ça, quelques heures après, avec que ces informations-là. Donc il est mal conseillé? Sur ce coup-là, clairement, oui. Ils ont déjà eu, je pense, enfin, je vais pas dire l'intelligence parce que c'est pas le bon terme, je pense, mais déjà la lucidité de mettre un binôme quand même, qu'on le veuille ou non, au sein du ministère de l'Intérieur. Maintenant, on comprend pourquoi en fait. Oui, mais enfin, en même temps, on peut pas. Le ministre de l'Intérieur, c'est une tâche qui est lourde. Un politique et un pro. Attendez, laissez-le parler. Oui, c'est pas totalement idiot et ça fonctionne. J'ai envie de dire plutôt pas mal, en tout cas pour le soutien qu'ils apportent aux forces de l'ordre dans les moments difficiles. Voilà, une fois qu'on a dit ça, nous, on ne signe pas de blanc-seing auprès du ministre. On n'est pas d'accord avec certaines de ses orientations. Je pense qu'on va encore le voir assez rapidement le 18 octobre sur les retraites. On n'est pas, encore une fois, on ne fait pas de politique. On fait humblement du syndicalisme. C'est pas toujours simple. C'est pas les pires interlocuteurs qu'on ait eus, clairement. Est-ce qu'ils ont le soutien des policiers ? J'ai envie de dire, les policiers ne semblent pas les détester. En tout cas, à la base, je ne pense pas qu'elle déteste son ministre. Je ne me semble pas. Je ne vais pas dire non plus qu'elle l'aime aveuglément. Je parlais de détestation, je parlais de crédibilité. Non, mais même de crédibilité, parce que la difficulté qu'on a, c'est encore une fois, je pense que mes collègues sont clairement ancrés les 2 pieds dans la réalité, et que là, on fait essentiellement, encore une fois, de la politique, et que ça nous passe vraiment au-dessus. C'est parce que le lendemain matin, mes collègues, ils vont encore aller se lever et bosser dans une bagnole qui a 200 000 km, avec des pneus lisses. On va leur demander d'avoir une mission qui a très peu de sens, et ils vont avoir un week-end sur 6 en famille. Donc le fait que le ministre s'exprime un peu vite ou pas un peu vite, que ça plaise à entre guillemets à l'autre bord politique ou pas, ça dépasse un peu les policiers. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Pour revenir... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.